C'est donc un appel qui risque de faire du bruit. Ils sont 130 médecins qui reconnaissent ouvertement ce soir avoir accompagné des patientes dans leur projet d'enfant au-delà de ce que la loi autorise en France. Ils dénoncent les incohérences de la législation française et demandent une évolution. Bonsoir René Friedman. Alors je le rappelle, vous êtes le père du premier bébé éprouvette en France, c'était en 82. Vous exercez aujourd'hui au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch à Suresnes. C'est vous qui avez réuni ces 130 signatures, 160 même, je crois, ce soir. Ça continue à augmenter. Pas mal de médecins se joignent. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet appel maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a une certaine pression de la part des patientes et les médecins n'en peuvent plus de ne pas faire une bonne médecine. Voilà. Quand je dis de ne pas faire une bonne médecine, parce que quand on regarde un peu tous les efforts qui sont faits dans le cadre de la procréation médicalement assistée, finalement, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur des espérances. Et pour cela, il y a un certain nombre de raisons. Parmi ces raisons, qui mériteraient d'être revues, on n'a pas forcément le temps ce soir, mais qui sont importantes, vous savez que 60 à 70% des embryons que l'on va remettre après fécondation in vitro ne vont pas devenir des bébés. Ils vont s'arrêter, ils vont, péricliter. Donc on a l'impression que quand on pouvait rien faire, ben oui, on croisait un peu. C'était comme ça, on croisait les doigts, ça marche pas. Voilà. Aujourd'hui, on a des moyens assez développés, surtout dans les pays avoisinants, de connaître le statut chromosomique de l'embryon en prélevant une cellule et en analysant, pour ne pas remettre, ne pas congeler, ne pas reporter, un transfert d'embryon dont on saurait qu'il n'a pas de destinée. Et ça, c'est interdit en France. Et si vous voulez, depuis quelques années, il y a un progrès de la génétique, il y a un progrès des méthodes de rapidité et même une baisse importante des coûts de cette génétique qui nous donne des renseignements. Or, la contradiction sur ce point-là, elle est que une femme qui est enceinte, naturellement, elle a le droit de faire ce diagnostic préimplantatoire. Elle a le droit de faire, non pas ce diagnostic préimplantatoire, mais de faire un diagnostic au cours de la grossesse, donc une fois l'implantation réalisée, mais de savoir s'il y a un risque ou pas d'anomalie chromosomique et de détecter même l'anomalie chromosomique. Donc on est dans une situation où une femme enceinte peut, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais elle peut en tous les cas connaître le statut de l'embryon qu'elle porte, alors que 3 mois plus tôt, elle ne peut pas. Et c'est cette incohérence qui nous motive, parmi les autres. Parmi les autres. On va quand même s'y intéresser sur les 4 points que vous développez, parce qu'ils sont tous importants. Là, vous parliez de l'analyse génétique de l'embryon. Vous avez aussi une demande sur l'autoconservation ovocytaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la congélation des ovocytes quand ils sont encore en bonne santé pour pouvoir faire des enfants un peu plus tard. Vous dites aujourd'hui, elle est autorisée seulement pour les femmes atteintes d'une maladie qui présente un risque pour leur fertilité. On peut le comprendre. Vous demandez à ce qu'elle soit étendue à toutes les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, tout de même, un risque d'évoluer vers une sorte de natalité de service, entre guillemets? Il y a beaucoup de risques. Et c'est pour ça qu'il faut aller prudemment et consciemment et peut-être se mettre un certain nombre de limites. Mais on ne peut pas esquiver le problème. Le problème, c'est le quoi? Ce sont des femmes qui ont 33, 34, 35 ans et qui soit n'ont pas de prince charmant, soit ont un autre projet de vie, actuellement surtout professionnel, et pensent qu'elles auront un enfant, mais un peu plus tard. Or, le un peu plus tard nous amène à une baisse de la fertilité, nous amène à répéter des essais, nous amène à avoir des échecs répétés, et donc l'ambiance, le moral baisse, et la contrainte, y compris financière et physique, augmente. Donc, par rapport à ça, première chose, une information. Que toutes les femmes entendent ce message, que malheureusement, ce n'est pas le cas chez l'homme, mais c'est le cas chez la femme, il y a une baisse très importante de la fertilité en fonction de l'âge. Mais l'idée derrière, c'est de dire finalement l'enfant, ça doit pouvoir être quand je veux. C'est ça, si je comprends bien. Absolument. Est-ce que c'est pas une forme, peut-être pas d'eugénisme, mais en tout cas une forme de déviation, d'une certaine manière, de l'idée, effectivement, de la natalité? C'est-à-dire, c'est pas quand je veux, c'est quand je peux aussi, parfois aussi, cette natalité-là. Et si on peut l'avoir à 30 ans et qu'on le reporte pour des raisons, par exemple, professionnelles, vous venez de le dire, est-ce que c'est pas, j'allais dire, presque une victoire de l'économie de marché, y compris sur le vivant? Non, mais nous ne prônons pas la grossesse tardive. La société change, il faut regarder. Non, mais si la loi évolue, c'est ce que ça peut devenir. Bien sûr, mais la loi ne fait que ou les méthodes proposées ne feraient que coller avec la réalité. La réalité, c'est que l'âge du premier enfant est aujourd'hui de 31 ans.
Il était de 26 ans il y a 10-15 ans. Donc on a une évolution de la société, on a des couples qui se recomposent, on a une demande qui est plus tardive, c'est quelque chose qui est la réalité, on peut toujours rester ancré, comme vous l'avez évoqué dans vos paroles, sur la natalité naturelle. C'est ce que certains pensent et pourraient rétorquer, et on a vu ce que ça a donné d'ailleurs avec les manifs pour tous, effectivement ça divise quand même particulièrement. Oui, mais on les Français, n'empêche pas la naturalité, la grossesse précoce, c'est pas du tout ça, simplement on se trouve confronté, et personne n'arrêtera ce mouvement, on se trouve confronté à une demande plus tardive. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répète des traitements qui sont autorisés? Il n'y a pas de limite du traitement. On ne dit pas, après 25 ans, vous ne traitez plus. Au contraire, on traite jusqu'à 43. Donc on se dit, c'est pas logique de faire comme ça. Est-ce que, si jamais on accédait à vos requêtes aujourd'hui, la France a les structures adéquates pour pouvoir répondre aux besoins dont vous parlez? Et en termes de coûts aussi, est-ce que, j'allais dire, l'hôpital public aujourd'hui peut se payer ce que certains considèrent comme étant un luxe? Alors, il faut savoir que les centres sont privés ou sont publics. Il y a l'hôpital et puis il y a des centres privés qui sont à la même enseigne, qui sont autorisés à fonctionner. Je pense que ça mérite une révision peut-être de pas mal de choses. Vous savez que la France est le seul pays qui rembourse par la sécurité sociale 4 tentatives de fécondation in vitro. Et dans les faits, souvent 5. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Il y a une participation personnelle parce que justement, on ne peut pas peut-être supporter au terme anglais, je dirais, toute cette besoin financier. Donc, il y a peut-être un changement de paradigme, au sens où c'est-à-dire, on dérembourse partiellement Ça, c'est une idée personnelle qui mériterait d'être discutée, mais vous savez, on est confronté à des couples qui nous disent, mais puisque c'est remboursé par la Sécu, j'y ai droit. Alors vous me dites, docteur, que j'ai 1% de chance, peut-être, moi je le prends. Alors on peut comprendre ce genre, mais automatiquement, quand on regarde ce qui se passe en Angleterre, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, les gens, quand ils ont à participer, vont réévaluer un petit peu leur demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que du coup ça devienne réservé à ceux qui en ont les moyens? Ceux qui auront les moyens demain pourront faire leurs enfants après avoir réussi leur carrière, par exemple, puisque c'est ça un peu le dessin qu'on peut imaginer derrière. Mais écoutez, de toute façon, on va se trouver avec cette situation, mais en essayant d'y répondre, en faisant de la mauvaise médecine, et en réussissant un petit peu, mais pas suffisamment par rapport à la demande. Donc encore une fois, le problème n'est pas ce que font les médecins, le problème c'est l'évolution de la société. Il faut regarder l'évolution de la société. Alors, il faut essayer d'informer, je suis d'accord, et c'est pour ça que dans le manifeste, nous insistons sur la prévention de l'infertilité, parce que rien n'est fait là-dessus. C'est un thème vraiment important. Plutôt que de courir après les développements techniques, peut-être faudrait-il essayer de prévenir. Alors comment est-ce qu'on peut prévenir? D'abord en étant informé que la fertilité baisse avec l'âge. Deuxièmement, en évitant soit les toxiques, les polluants, tous les produits chimiques qui peuvent altérer la fonction de reproduction aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc c'est une action globale. Mais c'est pas seulement un appel sur un grand plan pour l'infertilité, René Friedman. Il y a ce quatrième point qui fait peut-être le plus parler ce soir, le don du sperme pour une femme célibataire. C'est-à-dire, là on n'est pas sur un problème d'infertilité, on est sur un problème peut-être plus politique ou sociétal. Ça évoque ce que vous proposez, l'extension de la PMA pour les couples de femmes homosexuelles, par exemple. Que vient faire ce point dans cet appel de médecins? Est-ce que c'est un point politique et vous l'assumez comme tel, un point sociétal et vous l'assumez comme tel? Est-ce qu'il y a du médical là-dedans? On ne le voit pas tout de suite. Eh bien, vous mettez le doigt sur une évolution caractéristique. Du médical strict, qui était au début notre motivation, nous passons effectivement à des revendications sociétales qu'il faut prendre en compte, peut-être certaines limitées, mais certaines acceptées. En particulier, vous évoquez ce point-là, mais il y a aussi l'âge de la femme. Quand une femme de 45 ans se tourne vers les méthodes de procréation médicalement assistée, on pourrait dire c'est pas une stérilité médicale, c'est une stérilité physiologique. N'empêche que on peut avoir recours aux dons d'ovocytes et que beaucoup de femmes sont très heureuses de pouvoir créer une famille à cet âge-là. Y a-t-il une contradiction ? Non, parce qu'en fin de compte, les grossesses, même chez les femmes de 45 ans et plus, sont bien suivies, car elles sont très compliantes, et finalement, ça se passe dans l'ensemble extrêmement bien, beaucoup mieux qu'on ne le pense. Si je vous entends bien, au fond, il y a un droit à l'enfant, c'est ça l'idée derrière cet appel? Non, parce qu'il y a des limites au droit à l'enfant, et nous le mentionnons aussi dans le manifeste. Pas de commercialisation du corps, pas d'utilisation d'une autre personne à son profit,
Donc en particulier, ça c'est une position, en tous les cas à titre personnel, peut-être pas de tous les signataires. Moi je m'oppose à la GPA parce que c'est une utilisation et une aliénation d'une autre personne à son profit. Et c'est très dangereux de mettre l'engrenage, et en plus ça joue sur la commercialisation du corps. Donc il y a des limites, mais à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, et vous évoquez l'autoconservation par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pâtir de telle ou telle attitude? Alors ensuite, il y a les problèmes. Donc, est-ce qu'on fait courir un risque à quelqu'un? Est-ce qu'on utilise quelqu'un? Ensuite, vous l'avez évoqué, et c'est très important, il y a les problèmes financiers. Est-ce qu'on peut tout prendre en charge? Je ne sais pas, mais on peut avoir peut-être quelque chose de progressif dans l'engagement des couples. C'est-à-dire comme en Angleterre, où ils ont 1 ou 2 tentatives qui sont prises en charge par l'État, mais ensuite, il y a une participation qui va être progressive. Est-ce que vous ne craignez pas de réveiller avec cet appel, surtout s'il était suivi et entendu par le gouvernement, est-ce que vous ne craignez pas de réveiller la manif pour tous parce que vous touchez à des sujets qui ont été tranchés, j'allais dire, par le gouvernement? Il souhaitait, par exemple, étendre cette PMA aux couples de femmes homosexuelles. Il y a eu la manif pour tous, c'est terminé, on n'en parle plus. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là de politiser un débat médical, les premiers points étant strictement médicaux, même si j'ai bien compris que vous ne faisiez pas tellement cette différence parce qu'on pouvait aussi... il y a des zones... Il y a des zones qui correspondent aux deux, mais est-ce que vous ne craignez pas de réveiller cette fracture-là? Comme vous dites, le mariage pour tous. Mais là, heureusement, on conçoit encore, dans la majorité des cas, il n'y a que 20 000 enfants qui naissent après les PMA, et il y a plus de 800 000 qui naissent naturellement. Donc il ne s'agit pas d'étendre ça à tous. C'est pour certains qui sont dans la difficulté et qui ont des désirs d'enfants qu'ils ne peuvent pas exaucer dans un cadre éthiquement reconnu. Donc c'est pas du tout une extension, donc je ne pense pas que ça a mobilisé. Maintenant, ça va mobiliser comme toujours, comme depuis 40 ans. Tout ce qui est nouveau, ce qui donne une autonomie aux femmes, c'est toujours combattu par certains. Tout ce qui est nouveau et qui donne un accès scientifique, comme la recherche sur l'embryon, c'est combattu par certains. Ici, on ne fait pas de la recherche, on essaye d'améliorer la situation médicale, la proposition. Vous faites référence dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu par exemple le combat pour l'avortement, vous faites un parallèle avec ça par exemple? Écoutez, automatiquement, vous avez 2 lignes de conduite. Vous avez une ligne de conduite qui a favorisé la contraception, vous avez une ligne de conduite qui a favorisé le droit à l'avortement, puis à l'accès à la fécondation in vitro, puis l'accès de la génétique dans le cas de la fécondation in vitro. C'est pas la même chose. Le droit à l'avortement, le droit à la contraception, c'est un enfant si je veux. Ce que vous dites, c'est un enfant quand je veux. C'est pas tout à fait la même chose. Si je peux, j'ai envie de dire, plutôt que quand je veux, parce que la volonté de croire que ça marche à tous les coups, sûrement pas. Mais effectivement, c'est en tous les cas une disponibilité de répondre à cette situation du choix. Il y a un choix, et de plus en plus, finalement, on essaye de choisir, mais ça ne marche pas toujours, aussi bien dans un sens que dans l'autre. On essaie de choisir le moment où on est prêt à être parent. Et est-ce qu'on va aller contre cela? Je ne crois pas. On va choisir aussi le fait d'avoir un enfant en bonne santé. Je ne dis pas un enfant avec les yeux comme ci et les yeux comme ça. Ça, c'est vraiment de la discussion de bistrot. Mais pourtant, on va essayer d'agir pour qu'un enfant ait toutes les capacités de se développer. Après, l'enfant idéal des uns n'est pas l'enfant idéal des autres. Fort heureusement. Dernière question dans votre appel, ça commence par « Nous reconnaissons avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leur projet d'enfant dont la réalisation n'est pas possible en France. » Concrètement, vous avez donc été hors la loi, René Friedman. Vous l'assumez je pense qu'on a été hors la loi dans la loi stricte. Il y a même d'ailleurs certains d'entre nous, des signataires, qui ont été convoqués, pas sur ce manifeste-là, mais sur leur attitude, d'aider des couples qu'ils connaissent depuis 5 ans, 6 ans, à aller à l'étranger, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, pour pratiquer quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc effectivement, c'est une façon de pousser un peu les choses et de se réfléchir qu'on ne peut pas rester à côté de l'évolution d'une société européenne, on parle de l'Europe, alors qu'on a, si vous voulez, des très bons éléments en France, sur le plan médical, sur le plan prise en charge. On ne peut pas rester comme si on ne s'occupait plus des patientes une fois qu'elles ont franchi une étape qu'elles vont faire à l'étranger. Le comble, comme vous le savez, mais je le répète là, c'est qu'ils vont, ces couples, aller à l'étranger, en Espagne par exemple, pour un don d'ovocytes lorsqu'ils ont dépassé les capacités personnelles, s'ils acceptent le principe, et la sécurité sociale française va les rembourser d'une partie de leur action pour un acte tel qu'il est fait,
qui n'est qui pas est accepté interdit en France. En tout cas, la loi est ce qu'elle est pour l'instant, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Est-ce que vous seriez prêt à aller plus loin si jamais vous voyez que ça avance pas et commencer à donner des détails sur les dossiers hors la loi que vous avez traités pour dire allons-y, allons au procès et posons le débat sociétal? Je pense que l'intelligence des politiques, quelle qu'elle soit, de quel groupement que ce soit, c'est de considérer effectivement qu'on met le doigt sur une évolution de la société et qu'il y a lieu de se réunir, ce que nous demandons, pour envisager effectivement un plan de lutte contre l'infertilité. Ensuite, j'ai déjà entendu depuis 2 jours, ou depuis aujourd'hui en particulier, qu'un certain nombre de citoyens, de citoyennes qui ne sont pas médecins, mais qui sont concernés soit directement, soit indirectement, entendent se mobiliser par rapport à cet élément. Mais ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est une réflexion calme de toutes les instances, de toutes les associations, de tous les médecins qui sont quand même en première ligne, mais pas uniquement, pour essayer de faire avancer notre société en adéquation avec ce qui se passe dans la vraie vie. Merci René Friedman d'être venu répondre aux questions essentielles qui sont posées par votre appel aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Sozik. Cet appel se manifeste maintenant. Nous, médecins, biologistes, avons aidé des couples homosexuels à avoir un enfant, même si la loi l'interdit. Ils sont plus de 130 à signer ce manifeste, dont René Friedman, qui est à l'origine de cette initiative. Professeur Friedman, bonsoir. Bonsoir. Rappelons que vous êtes gynécologue, père du premier bébé éprouvette. Et donc, vous nous dites dans ce manifeste avec vos collègues, sortons de l'hypocrisie. Oui, nous procédons à des PMA pour des couples de femmes, des couples homosexuels. Non, alors d'abord, c'est pas qu'on pratique des PMA, c'est qu'on aide les couples à réaliser leur projet de PMA, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et deuxièmement, si le titre du journal du soir est centré sur le couple homosexuel, c'est pas du tout l'ensemble de l'article. Il y a 4 points. Il y a 4 points qui concernent bien sûr la procréation médicalement assistée parce qu'il y a des incohérences qui sont assez dramatiques en France. Rappelons qu'elle est pour l'instant réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Oui, mais le problème c'est que le taux de succès est tout à fait en deçà de ce qu'on est en droit d'attendre avec les nouvelles techniques qui se développent partout en Europe, sauf en France. Lesquelles ? Premièrement, l'analyse du statut chromosomique de l'embryon. En effet, je vais vous donner un chiffre un peu surprenant, mais 60 à 70% des embryons que nous replaçons après les avoir obtenus in vitro ne vont pas s'implanter, ne vont pas donner de bébé. Donc il y a un système qui fait que les femmes recommencent, ont des complications, font des avortements, des fausses couches, ou bien, je dirais, sont en tous les cas très malheureuses de ne pas voir leur projet. Et je dirais, ceci s'aggrave avec l'âge. Donc les anomalies chromosomiques mériteraient, comme c'est le cas en Angleterre, en Italie et en Espagne, d'être décelées, ce d'autant que lorsqu'une femme est enceinte, elle a tout à fait le droit de demander une analyse chromosomique pour savoir si son fœtus a un risque ou pas. Donc pourquoi est-ce que c'est autorisé à 3 mois de grossesse et que ce n'est pas autorisé lorsque l'embryon n'est pas encore implanté et qu'il éviterait un certain nombre de drames. Donc ça, c'est un exemple d'une mauvaise pratique médicale. C'est pour ça que vous demandez un grand plan infertilité ? Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs points. Nous sommes mis d'accord, plus de 160 ce soir, médecins de la reproduction, biologistes et gynécologues, pour qu'il y ait une réunion autour d'une table sur un projet de loi qui existe depuis 20 ans mais qui est renouvelé 2004, 2011 pour les 2 dernières et qui doit être adapté à la situation de notre pays, en particulier au fait que les femmes ont un désir d'enfant plus tardif qu'auparavant. Ouais, je repose ma question. Ces femmes que vous aidez à avoir des enfants, elles sont parfois en couple avec d'autres femmes. Parfois elles sont en couple, parfois elles sont surtout des femmes seules. C'est pas autorisé par la loi. Non, il y a plein de choses qui n'est pas autorisées. L'autoconservation des ovules pour une jeune femme, si elle veut, elle n'a pas de prince charmant, elle a un projet professionnel et elle veut garder son potentiel d'avoir des enfants, elle ne peut pas le faire en France, sauf si elle a le cancer. Et sauf si elle donne une partie de ses ovocytes, ce qui est un petit peu contradictoire. Mais alors comment c'est possible, puisque le gouvernement dit toujours qu'il est opposé à cette autorisation de la PMA pour les couples homosexuels, et puis vous me dites finalement c'est possible. Alors expliquez-moi, je ne comprends pas. Non, c'est possible, c'est souhaitable, c'est pas la même chose. Oui, mais ça se fait. Ça se fait à l'étranger, ça se fait pas en France. Et nous souhaitons effectivement que la femme seule, qu'elle soit en couple hétéro ou en couple homo ou seule, surtout, parce que c'est quand même la majorité des demandes que nous avons. Ce sont des femmes seules qui vous demandent. Mais encore une fois,
c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, ce qui est un côté journalistique qui attire beaucoup vos confrères. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais bien sûr, mais je ne le mets pas du tout de côté, mais je dis que peut-être dans la hiérarchie de ce que nous proposons, c'est d'abord que la PMA est un succès à la hauteur des espérances et des possibilités. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, que des femmes qui décident de conserver des ovules puissent le faire. Troisièmement, surtout, le scandale du don d'ovocytes. Car vous savez, les femmes ont un âge plus avancé, et souvent on ne peut plus rien faire, et elles ont besoin d'avoir recours à un don d'ovocytes. Et pour cela, elles vont à l'étranger, où il y a un véritable marché qui s'est mis en place, aussi bien en Espagne que dans les pays de l'Est. Et ce que nous voulons, c'est les accompagner, parce que théoriquement, la loi nous demande de ne plus du tout les aider à ce moment-là, puisqu'elles font quelque chose qui n'est pas autorisé en France. Pourquoi c'est pas autorisé? Parce qu'il y a une indemnisation de la donneuse. Or, paradoxe, incohérence, la sécurité sociale française va rembourser ces femmes qui font une intervention à l'étranger interdite d'être faite en France. Ah oui. Et pourquoi? Eh ben, il faut sur quelle base? Eh ben, sur une base d'incohérence. Oui. Donc, ce que nous voulons, c'est arrêter que nos couples que nous voyons et qui sont amenés à prendre cette décision soient pris dans un marché et que nous puissions nous-mêmes les accompagner, les traiter. Je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui sont capables de le faire. Donc il y a des mesures à prendre, des mesures qui sont relativement simples, mais encore faudrait-il qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on nous écoute, qu'on écoute les couples et qu'on écoute les représentations pour modifier, adapter la loi, la législation à la situation moderne d'une France. Mais vous êtes pour la GPA ? Non. Je ne suis pas pour la GPA. D'ailleurs, dans le manifeste, effectivement, il y a une signature comme quoi nous sommes prêts à développer des choses progressistes, avec deux limites. Celle qui aboutirait à une commercialisation du corps. La GPA en est très élevée. Ou deuxièmement, à l'utilisation du corps d'un autre ou qui pourrait soit aboutir à une espèce d'enfant programmé, soit l'utilisation d'une autre personne, quelle que soit la demande. Quand on regarde Donc votre limite, c'est la GPA, la PMA, la PMA, oui, mais pas la GPA. Moi, personnellement, là, je ne veux pas parler pour tout le monde, bien sûr, je suis absolument opposé à la GPA. Que dites-vous à ceux quand même qui disent qu'on joue trop avec la nature, avec les lois de la nature? Je dis que la médecine a toujours joué avec les lois de la nature, parce que si la nature était si bonne, il n'y aurait pas besoin de médecine. Merci, professeur Friedman, d'être venu sur le plateau de BFM Story. Ils sont 130 médecins et biologistes à travers la France à avouer être sortis du cadre légal. Nous, médecins, biologistes, reconnaissons avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leur projet d'enfant dont la réalisation n'est pas possible en France. Ils ont aidé des couples, notamment homosexuels et des femmes célibataires, à avoir un enfant. La pratique est interdite en France, sauf pour les couples hétérosexuels infertiles. Mais dans les faits, certains spécialistes de santé n'hésitent pas à accompagner les projets de procréation médicalement assistée à l'étranger. En tant que médecin, je me considère comme devoir aider les gens, avec bien entendu en essayant de respecter au maximum la loi. Cette loi m'interdit par exemple pour des femmes célibataires de faire de l'assistance médicale à la procréation dans mon centre, donc chose que je ne fais pas. En revanche, une femme qui vient me voir alors qu'elle a un projet de maternité, que ce soit seule ou parce qu'elle est en couple homosexuel, et va faire cette procédure à l'étranger, si elle veut être prise en charge en France pour son suivi, je le ferai volontiers avec les prescriptions médicamenteuses ad hoc pour essayer d'aider et d'accompagner ces femmes. Avec cette tribune, ces spécialistes souhaitent relancer le débat sur la PMA, mais aussi développer la médecine de reproduction en proposant plusieurs mesures. Encourager le don d'ovocytes sur tout le territoire, permettre à toutes les femmes l'autoconservation ovocytaire et systématiser le don de sperme pour les femmes célibataires. La tribune pointe plus généralement du doigt le retard de la France par rapport à ses voisins européens. Ils veulent pouvoir aider les femmes, toutes les femmes, à pouvoir bénéficier de la procréation médicalement assistée. On en vient à cet appel lancé par 130 médecins dans le monde. Ils réclament des changements dans la loi et notamment l'autorisation de la PMA, procréation médicalement assistée pour les femmes célibataires, notamment donc homosexuelles. Ils souhaitent également que les femmes, même sans problème de fertilité, puissent conserver leurs ovocytes de façon préventive. Et ces médecins, parmi lesquels René Friedman et le professeur Oliven qu'on va entendre, demandent également
également le développement de l'analyse génétique de l'embryon avant le transfert dans l'utérus. Y a-t-il un risque de tri d'embryons sur d'autres critères que des critères médicaux? Écoutez la réponse du professeur Oliven, signataire de cet appel, qui était en direct sur iTélé dans le journal de 18h. La simple proposition qui est faite, c'est de pouvoir analyser ces embryons et de transférer à ces femmes des embryons sains, non pas pour sélectionner l'enfant, mais pour simplement leur permettre d'avoir un enfant. Ayons confiance dans les médecins ne sont pas tous des apprentis sorciers et on peut tout à fait être encadré, surveillé et contrôlé. Toutes les techniques que nous demandons dans ce manifeste sont autorisées en Angleterre, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Hollande, dans tous les pays du Nord, etc. Donc on est devenu le petit village gaulois rétrograde qui interdit tout. Premièrement, et deuxièmement, ça n'évolue pas et ces patientes sont quand même confrontées à ces demandes et finalement, toutes ces techniques se font à 1 heure de Paris. Donc finalement, on ferme les yeux là-dessus, tout le monde a l'impression que ça ne se fait pas. On essaye de les aider à mener à terme ce projet en dehors de la France, mais les actes ne peuvent pas être réalisés en France. Ils assument et ils signent. Ils sont 130 médecins et biologistes et ils reconnaissent avoir contourné la loi française pour aider des patients. Nous, médecins, biologistes, reconnaissons avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leur projet d'enfant dont la réalisation n'est pas possible en France. La France est très en retard. La France est un des pays les plus rétrogrades d'Europe puisque ces techniques, pour la plupart d'entre elles, sont autorisées dans pratiquement tous les pays limitrophes de la France. Et c'est surtout une attitude hypocrite puisque des dizaines de milliers de femmes vont à l'étranger faire ces techniques. Parmi ces techniques interdites en France, le don de sperme pour une femme célibataire, la possibilité pour une femme parfaitement fertile de faire conserver ses ovocytes pour les réutiliser plus tard. Pour l'instant, ce n'est possible qu'en cas de pathologie à risque, ou encore, pour les fécondations in vitro, l'analyse génétique des embryons avant qu'ils ne soient transférés dans l'utérus. La réalité, c'est qu'une femme de 40 ans peut avoir jusqu'à 70% de ses embryons qui sont anormaux. Il ne s'agit pas de sélectionner un trait de caractère précis, il s'agit simplement d'essayer de trouver les embryons les plus à même de s'accrocher pour éviter les échecs de la FIV, la fécondation in vitro, et les fausses couches. Autant de sources de souffrance. Les signataires du manifeste, enfin, évoquent les donneuses d'ovocytes, trop rares en France, peut-être selon eux, parce que la loi interdit de les rémunérer.